Cet après-midi, donc c'est les cas pratiques. J'ai mes deux collègues, Aude et Marion, qui vont vous distribuer des petits boîtiers pour pouvoir participer aux différentes questions qui vont se succéder au cours des cas pratiques. Alors, pour rendre les choses un peu plus conviviales, on va vous demander de travailler en équipe et de vous regrouper par 3. Et il y aura un boîtier pour 3 personnes. Après, vous pouvez vous le prêter, hein. Bon, tout est prêt, donc je passe la parole à Jean-François qui va entamer la série des cas pratiques. Donc on va se transporter dans 3 élevages successivement. Et donc on va aborder le premier, si on veut bien nous... Soit il n'y a plus de piles, soit il y a un souci parce que ça ne marche plus. Et ben voilà. Alors on va tester tout d'abord les boîtiers pour voir si ça fonctionne. Donc systématiquement, à chaque question qu'on va vous poser, vous aurez à répondre soit 1, soit 2, soit 3, soit 7. Et là, il n'y a a priori qu'une seule réponse. Mais pour certaines questions, vous verrez, on vous montrera, il y a une ou plusieurs réponses. Donc là, il n'y en a qu'une seule. Et on teste, vous voyez un petit cadran en haut. On vous laisse 30 secondes pour répondre en général et on va voir les 30 boîtiers qui vont apparaître. Donc il faut que vous mettiez un numéro et que vous mettiez OK. Donc 1, vous êtes éleveur, 2, étalonnier, 3, gestionnaire de haras, 4, un vétérinaire, 5, un membre d'une institution ou d'un organisme, 6, un employé de laboratoire et 7, autres. Voilà, on a 19, 20, il nous en manque 10, 21, 23, 24, on y est bientôt, 25, 26, allez, les 5 derniers. Ah, mais il nous en manque encore 4 quand même s'il en manque un. Arnaud, 26, allez, les 4 derniers, qui n'a pas appuyé ? Bon. C'est bon ? Ah oui, quand il y a plusieurs réponses, vous appuyez. Oui, parce que dès que vous appuyez aux clés, ça bloque le boîtier. Bon, il y en a 4 qui sont anonymes. Et donc, voilà la répartition de la distribution des boîtiers. Donc, mon appel ce matin à propos des étalonniers est tombé à l'eau parce qu'il n'y en a pas. C'est dommage. Ah, il y a un autre groupe. Bon, ben, vous leur expliquez comment fonctionne le boîtier pour qu'on puisse démarrer. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, il fallait choisir. Mais les prochaines fois, ça va être plus simple. Ça, c'était simplement un test. C'était pour voir si les boîtiers fonctionnaient et que vous compreniez le fonctionnement du boîtier. Donc là, on commence. Vas-y. Eh bien, bonjour, je suis Philippe Sanchi, je suis éleveur de chevaux de sport en Loire-Atlantique. L'écurie se situe au nord de Nantes, à 8 minutes de Nantes, à Trélières. Et donc, l'écurie de Champeau. On a une dizaine de poulinières, des chevaux à l'élevage et à l'exploitation. Voilà, et on prend quelques chevaux à l'entraînement également. Alors là, c'est l'élevage et ça, c'est pas la maison de Philippe. Et non, elle est juste au milieu. Donc, le contexte, c'est une jument de 14 ans qui vit normalement au pré, qui est dans son 9e mois de gestation. Elle a un bon état général, mais un gonflement mammaire.
Donc, plusieurs avortements dans l'élevage voisin. Bon, je tairai le nom. Et on est au mois d'avril. Et on est au mois d'avril. Et on est au mois d'avril. Et pas le premier. Donc, question numéro 1, que dois-je faire ? 1. Isoler la jument. 2. La vermifuger. 3. Rien. Gonflement de la mamelle physiologique en fin de gestation. 4. Faire le tour du pré, elle a peut-être avorté. 5. Traire la jument pour la soulager. Et 6. Appeler le vétérinaire. Et donc là, vous pouvez appuyer sur plusieurs réponses. La seule chose, c'est d'appuyer sur les numéros avant de faire OK. Il faut attendre que le bouton soit vert en haut pour appuyer, parce que sinon, ce n'est pas pris en compte. Là, le bouton P, il devient vert quand les votes sont ouverts. C'est rigolo. Ah, on va les faire comme ça, ouais. Parce qu'il y a une appli, tu peux faire ça avec un smartphone maintenant. C'est convivial. Ils s'endorment un peu moins. Bon, là, il y en a encore 6 retardataires. Il n'y a que 28 boîtiers, mais il y en a 4 encore retardataires au moins. 25. Ah, on va bientôt être obligé de clôturer le vote. 27. Allez, le dernier. 28, c'est bon. 28. Donc, vous avez la répartition des réponses, avec 3 majoritairement répondus, 2 pour lesquels on n'a aucune réponse et 1 où il y a quelques réponses. Alors, il y avait quelques fausses bonnes idées. La vermifugée, ben non, parce que le parasitisme, jusqu'à preuve du contraire, n'entraîne pas de gonflement mammaire. Quand en plus on a un animal malade, c'est pas judicieux de le vermifuger. Et de toute façon, il vaut mieux vermifuger après avoir vérifié que c'est nécessaire. On vous a parlé de coproscopie ce matin. Ne rien faire, ben non, parce que le gonflement mammaire n'est pas aussi tôt pendant la gestation. On est qu'au 9e mois. Et traire la jument pour la soulager, d'une part, c'est pas efficace, d'autre part, c'est contre-indiqué. On risque de stimuler la lactation et comme elle ne va pas être traite régulièrement, on a des risques d'infection de la mamelle et donc d'une mamite. Les vrais bons réflexes. Isoler la jument. Effectivement, on a peut-être une maladie éventuellement infectieuse, donc c'est toujours le bon réflexe en attendant de connaître la cause de la maladie. Appeler le vétérinaire car il pourra tenter d'explorer la cause de ce gonflement. Faire le tour du pré, ce n'est pas idiot, après l'appel du vétérinaire, parce que si effectivement la jument est avortée, on pourra éventuellement trouver le fœtus, les enveloppes fœtales. Et vous avez vu que ce matin, c'était des éléments qui étaient indispensables pour les prélèvements. Donc, j'isole la jument au box, j'appelle mon vétérinaire préféré et j'ai rien trouvé dans le pré. Et que doit faire le vétérinaire ? Alors, 1, un examen clinique. 2, interroger le propriétaire sur l'historique de la jument. 3, un vaccin. 4, un traitement pour faire dégonfler la mamelle. Et 5, interroger le propriétaire sur l'historique récent de l'élevage. Vous attendez que le bouton est vert et là aussi, vous pouvez répondre à plusieurs numéros. « 5, 26... Allez, les 3 derniers. Plus que 2. Plus qu'un. En fait, le dernier qui répond, c'est lui qui paye la thalasso. C'est lui qui paye la thalasso, le dernier qui répond. Tant pis. Ça y est. Ah bah, ça, au moins, c'est uniforme. Hein.
encore meilleur que ce qu'on attendait. Ça va être dur de savoir qui gagne la thalasso. Donc le vaccin, effectivement, vous avez bien compris qu'on ne vaccine jamais un animal malade. Traité pour dégonfler la mamelle, on fait en général pas de traitement avant qu'on ait diagnostiqué la cause. Donc ça, c'était les 2 fausses bonnes idées, mais personne ne les a eues. Interroger l'éleveur à la fois sur l'historique dans l'élevage, ça permet de recueillir un certain nombre d'informations épidémiologiques. Et puis, connaître l'historique de l'animal avant son examen, c'est également une bonne idée. Une bonne idée, et bien évidemment, il va falloir faire un examen clinique le plus complet, et notamment vérifier si la jument est toujours gravide. Donc, l'écurie accueille quelques chevaux de propriétaires qui sortent régulièrement en compétition. La jument se trouve avec 2 autres poulinières dans le pré, à l'écart du bâtiment d'habitation. Donc ça, ce sont les informations épidémiologiques. Voilà, donc vous avez le Une pré. petite présentation. Donc, toujours le petit château au milieu et le pré des poulinières. Et là, il n'y a plus de pile. Alors, le pré, c'était juste le pré d'à côté. Il est de l'autre côté de la rivière, pour ceux qui connaissent. Il y a une petite rivière. Donc, je vais voir mes juments tous les jours. En fonction de la météo, je les rentre évidemment le soir. Quelques avortements récents dans l'élevage voisin. Et puis, contact nez à nez possible avec une des pâtures voisines, où se trouvent des juments issus de l'élevage avec des avortements. Alors, la jument a été vermifugée avant le début de sa gestation. C'est pas régulier. Voilà. Elle est vaccinée grippe tétanos, mais pas vaccinée rhino. Elle n'a pas été testée métrite contagieuse des équidés avant la mise à la reproduction, car ce n'était pas demandé dans le centre d'insémination. Elle a déjà fait 3 poulains. Mais l'année dernière, il n'y a pas eu de poulain, alors qu'elle avait été diagnostiquée gravide au printemps, enfin en fin de printemps. Elle a été considérée comme pleine à l'automne, et en fait, rien ne s'est passé. Donc elle a soit coulé, soit avorté. Enfin, rien n'a été vu. Et puis, c'est une jument qui est reconnue comme étant un peu allergique à la poussière, d'où sa vie au plus possible au pré. Et puis, globalement, elle est en forme. Philippe dit qu'elle a un peu perdu d'état. Ces derniers mois. Ouais. Voilà. Enfin, c'est une bonne grosse. Donc, du point de vue température rectale, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, tout est dans les normes physiologiques. Il n'y a rien à signaler. Les muqueuses sont rosées. Il y a un léger écoulement nasal translucide. Et puis, la mamelle, comme vous pouvez le constater, est quand même pas mal gonflée. Mais il n'y a aucun écoulement. Si, c'est les 2. On voit les 2 trayons là. Il y en a un là, un là. Et puis, en plus, il y a quelques gouttes jaunâtres. Alors, c'est discret, Philippe ne les avait pas vues, mais en mettant la jument dans la barre, non, ça coulait à peine, en la laissant dans la barre, on a vu couler un petit peu. Et puis, palpation transrectale, on a bien confirmé qu'elle était gravide de 9 mois. Donc, elle n'est pas à terme, elle n'a pas avorté. Qu'est-ce qui peut faire gonfler la mamelle? Eh bien, à vous de choisir. Donc, petit 1, une maladie abortive virale contagieuse, la rhinopneumonie, l'artérite virale. Petit 2, un parasitisme trop important. Petit 3, une infection bactérienne indéterminée. Petit 4, un traumatisme. 5, un défaut hormonal. 6, une absorption de phytoestrogène due à la pousse de l'herbe, luzerne, trèfle. 7, une tétée par un congénère au pré. Les votes sont ouverts. Pareil, vous avez plusieurs réponses possibles. Ah, ils réfléchissent plus longtemps. Il n'y en a pas un seul qui a commencé à voter déjà.
Ah, ça hésite longtemps, hein. Ouais. 5. Pardon? Ah, mais c'est en groupe, la thalasso. Ouais, il y a les massages en duo, en plus. À 4 mains. Avec plus sur la mer, c'est vachement bien. Allez. Il en manque Il, la moitié. il nous en manque 2 tiers. Allez, encore 20. 10. 36, moi j'étais. Attention, hein, si on n'a pas la réponse, vous perdez la thalasso là. 17. 18. 20. 21. Allez. Et en région, ils jouent ou pas? Non. Bah, ils peuvent jouer sans voter, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais bientôt clôturer, 8, 9 et 10. Tant pis. On a une répartition plus ou moins hétérogène. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Le parasitisme, non. Il n'y a pas de symptômes mammaires, il n'y a pas de signes vulvaires à associer. Un traumatisme, au niveau de la mamelle, c'est peu probable et ça n'entraînerait pas de lactation et encore moins de perte vulvaire. Au niveau abdominal, il faudrait, même si c'est très violent, on n'a jamais eu de démonstration que ça pouvait induire un avortement. Et ce matin... Oui, mais... le gonflement peut être un signe prémonitoire ou annonciateur d'avortement. Et puis, les coliques, on l'a vu ce matin, on l'a un peu expliqué, du fait des décharges d'endotoxémie peuvent générer un avortement. Et donc, on est peut-être, comme Philippe les surveille bien, on est juste au début et il faut quand même le craindre. Et vous avez bien compris ce matin que les défauts hormonaux primaires n'ont jamais été mis en évidence dans le cadre d'un avortement. Alors, il y a des hypothèses qui peuvent faire gonfler éventuellement la mamelle. C'est l'absorption de phytoœstrogènes. Ça entraîne de manière assez exceptionnelle, mais on en voit de temps en temps sur des juments vides, surtout, un gonflement mammaire lors d'absorption de phytoœstrogènes. Alors, il y a essentiellement du trèfle, de la luzerne, et également, il y a certaines mycotoxines qui ont des effets qui miment les oestrogènes et qui aussi sont responsables, au moins chez un certain nombre d'espèces, notamment la truie d'avortement. Donc, ça peut éventuellement ça pourrait être le cas, mais là, elles sont auprès, donc les mycotoxines, il n'y a pas de fourrage sec, donc pas vraiment possible. Et puis, une tétée par un congénère, ça peut, là aussi, entraîner une lactation, même sur des juments vides, mais un peu comme une stimulation mammaire. Mais on a un gonflement mammaire, éventuellement, avec ça, mais pas d'origine d'écoulement vulvaire. Et puis, les vraies bonnes hypothèses, une infection virale, oui. On a vu ce matin que les virus pouvaient entraîner des avortements. Et donc, on pourrait avoir un écoulement vaginal et éventuellement un gonflement mammaire. La seule chose, c'est qu'en général, quand on a une infection virale, ça avorte sans signe clinique prémonitoire. Et puis, on a aussi des maladies abortives bactériennes. On en a parlé également ce matin. La plupart également entraînent aucun signe clinique avant l'avortement, mais parfois, on a quelques maladies bactériennes qui peuvent entraîner des signes cliniques avant l'avortement. Eh bien, comment savoir quoi faire? 1. On peut traiter localement la mamelle pour essayer de la faire décongestionner. 2. Un traitement diurétique, donc par voie générale, pour essayer de décongestionner la mamelle. 3. Des examens complémentaires en laboratoire. 4. Une vaccination contre le virus herpès 1. Et 5. D'autres examens plus approfondis sur la jument.
évite qu'il fasse la sieste parce que tu fais une conf en début. Il dort là. Au déjeuner. Tu vois, t'en as pas un seul qui est au pays. Hein. Et il nous en manque 18. Allez, on vient de passer la moitié. Et 6 derniers, c'est toujours les mêmes. Ils vérifient, hein, ils ont les numéros des boîtiers, donc on va savoir si c'est toujours les mêmes qui mettent du temps à répondre. « 5, 4, 3, 2, 1, on clôture. » Donc là aussi, c'est assez homogène. Il y en a quelques-uns qui veulent traiter pour décongestionner la mamelle. Alors les fausses bonnes idées. Traiter pour dégonfler la mamelle, que ça soit local ou général, c'est pas urgent. Et puis de toute façon, mettre un traitement en place sans connaître les causes, bah, c'est pas terrible. On préfère quand même d'abord essayer d'identifier les causes. Et puis on le répète, un vaccin, on le fait pas quand on a un animal malade. Et puis la démarche possible, on pourrait mettre en place des examens complémentaires en laboratoire pour rechercher notamment l'herpès virose de type 1, parce qu'il y a eu des avortements dans l'élevage voisin. Mais les priorités, c'est savoir si le poulain est toujours vivant, et puis confirmer ou infirmer un début d'avortement. Et puis, pour faire des examens complémentaires, il nous faut également de quoi prélever. Et donc, la vraie bonne démarche, c'est d'aller faire un examen sur la jument pour savoir, si le fœtus est vivant, et vérifier ou infirmer s'il y a ou non un risque d'avortement. Alors, pour ça, on pourrait faire des dosages des oestrogènes sanguins. C'est un très très bon reflet de la vitalité du poulain, parce que les oestrogènes sont sécrétés en très grande quantité à la fois par le placenta et par le poulain. C'est vraiment une coopération entre les deux. Et dès que le poulain mord, on a une chute de la concentration sanguine en oestrogènes au niveau sanguin. La seule difficulté dans ce cas-là, c'est qu'entre le moment où on fait la prise de sang et le résultat du dosage, il y a toujours plusieurs jours. Les labos sont rares à faire des dosages des oestrogènes tous les jours, et donc on a souvent un délai d'attente qui est d'une bonne semaine. Mais c'est un très très bon test de laboratoire pour savoir si on a un poulain vivant. Mais alors, quel examen faire ? Donc, 1, une inspection vaginale. 2, un dosage des électrolytes dans les sécrétions mammaires. 3, une échographie transrectale. 4, une prise de sang avec analyse de sang pour faire une numération formule, des dosages biochimiques. 5, un dosage de la progestérone. Et 6, un panel d'analyse PCR des différentes maladies abortives. Et donc là encore, vous avez plusieurs réponses possibles. Oui, la seule chose, c'est que il devait acheter des Powervolt pour toute la promo. Ils ont dit non, je leur ai dit c'est simple, parce que les boîtiers sont assez chers. Je leur ai dit en début de scolarité, ils ont fait payer une caution, chaque étudiant a son boîtier. En plus, ça nous fait faire des appels discrets. Ils n'ont pas voulu acheter ce système-là. Alors on peut faire. J'ai un collègue qui a trouvé ça, qui peut faire ça avec une appli de smartphone. C'est limité à 40. Ça marche pas ? Ah. Ben, je sais pas, je suis pas à la technique. Bah, mettez que 2 réponses. C'est qu'ils ont dû. Le paramétrage a dû être fait. C'est parti, mettez-en que 2.
Ben, c'était une réflexion générale, mais bon, c'était avant. Moi, je leur avais dit, faites ça. Alors, je crois qu'il y a une unité qu'on a achetée, mais tu fais ça à 40, donc tu peux faire ça en TD. Et puis la deuxième difficulté, c'est que ça ne marche pas sur les Macintosh. Ils n'avaient pas trouvé, donc je leur avais dit, cherchez, on est tous en Macintosh, mais sinon, tu fais ça en début de cours pour évaluer les enfants, en fin de cours pour savoir s'ils veulent. On fait ça souvent à la VEF. J'ai fait des cas cliniques. Plutôt que de faire une conf, tu répètes. Allez, les 4 derniers. 5, 4, 3, 2, 1. Il y en a qui n'iront pas. Bon, il y en a qui ont déjà perdu la thalasso. Tant pis. Encore une. Hop. Ben oui, attendez, ça va passer trop vite. Donc vous voyez une répartition un petit peu plus hétérogène des différentes réponses. Il y a des messages qui sont passés quand même ce matin. Dosage des électrolytes, non. Parce que... Elle n'était pas celle-là ? Si. Oui. Donc ça donne une idée de la maturation du fœtus proche du terme. Et de toute façon, ça ne donne aucune idée des causes des signes cliniques. L'énumération formule, une analyse sanguine, ça ne donne aucune information à ce stade-là d'une évolution quelconque. Le dosage de progestérone, ça n'a aucun intérêt. Comme je vous le disais ce matin, jusqu'à 100 jours, il y a de la progestérone qui est sécrétée par les corps jaunes. Après, il n'y en a plus. Et après, c'est des autres progestagènes qui sont sécrétés par l'unité fœto-placentaire, mais que de toute façon, il n'y a aucun labo qui vous le dose en routine. Et ça ne servait pas à grand-chose. Les analyses PCR, non, parce qu'il nous faut, comme je vous le disais précédemment, des supports pour pouvoir lancer ces analyses. Donc un avorton et du placenta. Et là, comme ils sont encore à l'intérieur de la mère, il n'y a rien à prélever. Et quand on fait des prises de sang sur la mère, il est difficile d'interpréter. Et souvent, on a des fausses interprétations ou des résultats un peu erronés. Alors, il serait possible de faire une inspection vaginale avec ou sans écouvillonnage. Ça permet éventuellement d'observer d'où viennent les écoulements, et éventuellement surtout de voir l'entrée du col et de voir s'il y a des écoulements depuis l'utérus. Ça représente quand même un certain nombre de risques. Il faut faire ça avec beaucoup de précautions. On peut éventuellement, si on voit des écoulements à l'entrée du col, aller prélever avec un écouvillon. Là aussi, faut éviter de trop titiller le col parce qu'on risque d'accélérer une expulsion du fœtus. Et puis la deuxième chose, c'est que les prélèvements faits dans ces conditions-là, les résultats sont plus ou moins fiables. Est-ce que c'est vraiment un germe qui était dans l'utérus ou est-ce qu'on récupère des germes qui sont présents dans le vagin? C'est difficile souvent à interpréter. Donc c'est possible avec beaucoup de précautions et ce n'est pas ce qu'on fait en première intention. Ce qu'on fait en première intention, c'est une échographie. Ça a 2 avantages, c'est que ça permet de vérifier la vitalité du poulain et 2, de voir s'il y a une atteinte du placenta. Et donc ça, c'est l'image qu'on voit. Mais quelle interprétation de cette échographie pour moi, éleveur? Alors... on vous a parlé ce matin que le placenta pouvait être décollé, donc ça réponse 1. Que le liquide amniotique pouvait être anormal et signer une infection, réponse 2. Que le placenta est épaissi, qu'il n'y a pas d'anomalie, ou que l'image n'est pas interprétable ou qu'on ne sait pas l'interpréter. Ah, je le fais, hein. Ah oui. Ça se fait pas, en fait. Ah ben, le problème, c'est le rythme.
je vais avoir des contestations dans mes réponses. Je suis sûr. Ouais. Cinq, 4, 3, 2, 1. Allez, on arrête. Ah bah, c'est pas mal. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces échographies par voie transrectale, il y a un petit schéma à droite qui vous montre, qui a essayé de vous montrer ce qui se passait. Donc, il y a la sonde de l'échographe qui est placée juste à la limite entre, là, on a le vagin et donc le col de l'utérus, et puis l'entrée du corps utérin. Pendant la gestation chez la jument, du fait de la placentation épithéliocoriale, en fait, on a une attache très fine entre la paroi utérine en bleu et l'allantochorion en vert. Donc, on n'arrive pas à les distinguer. Il n'y a pas de séparation visible, sauf après le 11e mois de gestation où on voit un petit trait et pas toujours. Et puis, à l'intérieur de l'utérus, on a l'allantoïde, la plus grande cavité liquidienne, l'amnios. Et puis, sous l'utérus, il y a une artère utérine qui nous permet de bien visualiser la limite externe de l'utérus. Et on peut mesurer ce que l'on appelle l'épaisseur combinée utéro-placentaire, qu'on voit ici. Donc, on mesure juste entre la cavité allantoïdienne et cette branche utérine, et on peut mesurer l'épaisseur donc combinée. Et pour assurer un petit peu une moyenne, eh bien, on fait 3 mesures à 1 à 3 cm d'écart. On fait la moyenne entre les deux. Et donc, une fois qu'on a cette mesure-là, alors c'était pour vous montrer sur un utérus, voilà, la sonde elle est placée à peu près ici, et là on est sur une gestation de 7 mois, pardon. Je ne veux pas revenir, voilà. Et donc ici on a les mesures entre l'allantoïde ici et la branche de l'artère utérine. Et donc les interprétations erronées, c'est que l'échographie, elle est pas normale. Le placenta n'est pas décollé. Alors parfois, sur certaines placentites, on a une zone noire en plus qui sépare la paroi utérine du placenta. Donc c'est un stade encore plus avancé. Le liquide amniotique n'est pas infecté. Alors je pensais qu'il y en avait qui avaient mettre ça. Il n'est pas très net, la limite entre l'amnios et l'allantoïde. C'est dû essentiellement au grossissement de l'image, mais en l'occurrence, là, il n'y avait pas d'anomalie. Et puis, en revanche, on a un épaississement de la paroi utéro-placentaire. Là, ça mesure 1,5 cm. Il y a donc une placentite ascendante, donc qui peut tout à fait expliquer les signes cliniques et qui est un signe avant-coureur d'un risque très, très important d'avortement. Placentite ascendante, qu'est-ce que c'est? Quelle est la cause? Tu as dormi ce matin, hein? Alors, il y a plusieurs causes possibles ou associées ou qui facilitent. Parmi celles-là, plusieurs réponses possibles. Une mauvaise conformation de la vulve, une contamination par d'autres chevaux malades. 3, une contamination d'origine fécale dans le vagin. 4, un reflux urinaire. 5, une crise d'emphysème. 6, une contamination du placenta après une infection de la jument et une septicémie de la jument. Ça aspirait trop fort. Ouais, ça peut déchirer.
Allez. Il y a d'intenses discussions au sein des équipes. Pardon ? Je sais pas. C'est celui qui a le boîtier en général. Comme ils l'ont tous confié aux dames, de toute façon c'est toujours comme ça que ça a lieu. C'est ce que tu attendais. 5, 4, 3, 2, 1. On en perd toujours quelques-uns en route. Ah, ça se... Alors, une placentite ascendante, on vous l'a un peu expliqué ce matin, j'ai essayé de vous l'animer un petit peu, c'est une entrée de germe de l'extérieur par voie vaginale à la faveur d'aspiration d'air et de germes depuis l'extérieur. Donc ici, vous avez une vue avec un spéculum ou un vaginoscope d'un col de jument qui est gravide, bien fermé. On a un schéma ici. Et puis ici, j'ai essayé de vous schématiser la même chose, mais en coupe transversale. Donc là, on a le vagin, puis on a coupé en quelque sorte en deux le col. Donc ça, c'est le canal cervical qui est bien fermé. Et puis ici, on a la lantoïde. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une arrivée de germe qui arrive à se frayer un chemin dans le canal cervical. Ça va entraîner une inflammation au niveau de la paroi utéro-placentaire. Ça entraîne un épaississement de cette paroi. Et donc, ça entraîne un épaississement, une augmentation de cette épaisseur combinée utéro-placentaire. Éventuellement, ça peut, si ça continue à évoluer, entraîner un décollement placentaire. L'inflammation crée des décharges de cytokines, de médiateurs de l'inflammation qui vont déclencher des sécrétion de prostaglandines et des contractions utérines, et le tout va entraîner un avortement. Parfois en plus, comme vous l'a expliqué Claire, on peut avoir une infection du fœtus, soit par passage direct dans les eaux fétales, soit par passage par la circulation sanguine du poulain. Et là, vous avez, comme on vous en a déjà montré ce matin, un bel exemple d'une placentite ascendante. Ici, c'est la zone cervicale qui est rompue, et vous voyez que toute cette zone-là est complètement décolorée. Il n'y a plus de villosité, et c'est tout à fait caractéristique de ces placentites ascendantes. Donc, une placentite ascendante, ce n'est pas contagieux d'une jument à l'autre. Il n'y a en plus pas de septicémie chez la mère, donc pas de passage dans la circulation sanguine de la mère des germes qui rentraient dans le placenta, dans la placentite ascendante. On a vu qu'il y avait d'autres placentites où ça peut se produire. C'est ce qui se produit notamment dans les maladies bien connues chez les ruminants, la brucellose, la fièvre Q, la chlamydiose. Ce matin, on a parlé des nocardias, ça se produit comme ça. La leptospirose, aussi bien chez les ruminants que chez les équins, ça se présente comme ça. Et donc, tout ce qui va favoriser l'entrée, l'aspiration d'air et avec des germes, eh bien, vont favoriser ces placentites ascendantes. Alors, mauvaise conformation de la vulve, parfois les juments qui maigrissent. Les juments qui, quand elles maigrissent ou quand elles sont âgées, on voit souvent l'anus qui s'enfonce entre les pointes des fesses, et la vulve, du coup, pivote et devient oblique. Ça va favoriser la contamination fécale. Les reflux urinaires par eux-mêmes ne vont pas contaminer l'utérus, mais
Si jamais la jument a rempli et puis qu'après on a un reflux urinaire, ces urovagins vont irriter le col et un col irrité commence à s'ouvrir, donc il devient plus perméable aux germes. Et puis une cause pas si rare que ça, c'est une jument qui est atteinte de bronchopneumonie obstructive chronique, qui nous fait une belle crise d'emphysème pendant sa gestation. Et quand toute la musculature thoracique et abdominale est mobilisée pour inspirer et expirer de l'air, l'air rentre par tous les orifices possibles, dont la vulve, et ça crée des belles conditions de pneumovagin. Et ça peut tout à fait entraîner ces contaminations par voie ascendante et ces placentites. Donc, c'est simplement des illustrations. Un bel urovagin avec une belle flaque d'urine au fond du vagin, ça va irriter le col. Une vulve très relâchée qui permet à l'air de rentrer. Et puis, une illustration de pneumovagin. Et puis, éventuellement, quand on a des lésions du col, le plus souvent, les juments ne remplissent pas, mais si elles remplissent, ces lésions du col font que le col n'est pas totalement perméable et que ça va permettre la contamination par voie ascendante également. Et alors, c'est foutu, elle va avorter? Non. Non, on va essayer de la traiter si on prend à temps. Là, a priori, hier, elle allait bien, donc on peut essayer de maintenir la gestation. Et alors, quel traitement? Ils vont nous le dire. Une antibiothérapie en aveugle, des lavages vaginaux, une antibiothérapie ciblée sur le germe identifié à la suite d'un prélèvement au niveau du col, un suivi échographique, des tocolytiques, un traitement hormonal de soutien, et puis des anti-inflammatoires. Ça hésite encore plus, hein. Tu vois les gens des labos, Sophie, elle propose tout. Tout. Elle était tout clientèle à Beaucouzé. Tu avais dû entendre parler de clientèle. Super. Tu es très active, notamment à la commission d'études de la GTV. Allez, les 7 derniers. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on clôture. On a perdu 2 en route depuis le début. Hop, c'est passé trop vite. Donc, vous voyez, là aussi, ça s'est bien réparti. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Le lavage vaginal, pas une bonne idée. On a déjà dit que mettre un spéculum, c'était déjà un risque d'avortement. Là, c'est encore plus risqué. Et on a pratiquement aucune chance, voire aucune, d'atteindre les germes qui sont dans l'utérus. Et puis, s'il y avait du liquide qui passe en grande quantité, ça pourrait favoriser l'avortement. Les tocolytiques, c'est les substances qui empêchent l'utérus de se contracter. Ce n'est pas une urgence. Et puis, l'urgence, c'est vraiment de traiter l'infection. Et puis, en plus, les tocolytiques dont on dispose, le clenbuterol en particulier, chez la jument, ça a une action très brève de quelques heures, donc ça ne serait pas très pratique comme traitement. L'urgence, on l'a dit, c'est de traiter l'infection, Et en principe, dans le cadre
l'économie ou le plan éco-antibio, l'antibiothérapie en aveugle sans identification d'un germe et de son antibiosensibilité, c'est à proscrire. Sauf que dans ce cas-là, eh bien, envoyer un prélèvement au labo, je vous ai dit, ça va prendre du temps d'une part, et puis on n'est pas sûr que le germe qu'on va trouver au fond du vagin soit celui qui soit responsable de l'endométrite. Et le temps qu'on ait la réponse, la jument aura avorté. Donc là, on est dans le cadre d'une urgence. Donc effectivement, on est tout à fait en mesure et tout à fait habilité à mettre une antibiothérapie en aveugle, en visant les germes probables et en visant aussi des antibiotiques ou des anti-infectieux qui ont une bonne diffusion utérine. Et associé à cela, on va mettre en place un suivi échographique tous les 2 ou 3 jours pour suivre l'évolution de l'épaisseur combinée utéro-placentaire. Ça permet d'avoir une évaluation directe de l'effet du traitement. Et comme vous le voyez, on a gagné. Si l'épaisseur utéro-placentaire n'augmente pas, si on ne voit pas apparaître de décollement placentaire, et mieux, et le plus souvent, c'est ce que l'on voit, on voit une diminution petit à petit de cette épaisseur combinée utéro-placentaire. Et là, on peut faire sauter le bouchon parce qu'on a gagné. C'est pas idiot d'associer des anti-inflammatoires à tout ça, parce qu'il y a inflammation, on est dans une phase aiguë de l'inflammation, donc il y a un effet antiprostaglandine qui peut être tout à fait intéressant, et donc on va limiter les risques de contraction utérine. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, on l'a évoqué tout à l'heure, les corticoïdes ont un inconvénient sur les juments gravides en fin de gestation, c'est qu'il y en a une partie qui traverse la barrière utéro-placentaire, ça accélère la maturation fœtale et ça risque de provoquer un poulinage vraiment trop prématuré. Ça a été essayé sur des placentites induites expérimentalement et les juments qui avaient des corticoïdes poulinaient vraiment beaucoup trop tôt, une vingtaine de jours avant les autres. Alors, il y a une fausse bonne idée initiale, vous l'avez compris, c'est un soutien hormonal. C'est inutile en tant que soutien hormonal. Alors, pour répondre à une question qu'on m'a posée, ce matin, je vous ai dit que s'il n'y a pas de progestérone en début de gestation, on peut maintenir une gestation avec de l'altrénogeste ou de la progestérone administrée tous les jours. Les autres progestagènes, et notamment les implants qui sont utilisés chez les vaches, ont montré une totale inefficacité. Vous ne maintenez pas une gestation même en mettant 3 implants, parce que j'ai vu des juments qui se prenaient 3 implants tous les 15 jours ou tous les mois. Ça ne sert à rien, ça ne maintient pas, il n'y a pas les récepteurs, ça n'a aucun effet chez la jument. Il vaut mieux aller lire son journal que de faire ça. Donc là, en tant que traitement progestatif, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, on s'est aperçu, un peu fortuitement, mais on s'est aperçu que c'était un excellent produit pour diminuer et faire disparaître les contractions utérines. Et donc, quand on est sur ces phases de placentite où parfois on est juste à la limite, on arrive juste avant que la jument commence à avorter, eh bien, c'est tout à fait à inclure dans le traitement. Pas pour l'effet hormonal, mais pour l'effet préventif des contractions utérines. C'est même la même chose lorsqu'on a des juments qui sont en colique pendant la gestation. Pour éviter du fait des décharges de cytokines et de prostaglandines, la même chose, c'est une bonne prévention des contractions utérines. Donc on a mis la jument sous antibiotiques, sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, sous altrénogeste, et puis on a suivi l'épaisseur de la paroi placentaire. Donc la jument n'avorte pas, les signes cliniques régressent, l'épaisseur ultraplacentaire cesse d'augmenter et diminue, l'INS s'est stoppé au bout de 5 jours, l'altrénogeste et l'antibiothérapie au bout de 2 semaines. 55 jours après la placentite, le vétérinaire est rappelé en urgence. La jument est à 5 jours de sa date théorique de terme, mais elle semble être en train de pouliner. Elle a des contractions importantes et une masse rougeâtre apparaît à l'extérieur de la vulve. C'est moche. C'est moche. Philippe a eu très peur. Que se passe-t-il ? 1, une mise bas prématurée avec renversement de la vessie. 2, un début d'avortement. 3, une mise bas prématurée avec une non-rupture du placenta. 4, des coliques avec un renversement du vagin.
bouche. Oui, oui, là, il n'y a qu'une réponse possible. Hein. Ça va bloquer, de toute façon. Ah là, les gens sont vachement plus sûrs. Hein. Le message est passé aussi ce matin, je pense. Presque. Il y a des dissidents. Alors, fausse bonne idée, c'est pas un renversement de la vessie. Ça peut arriver, les renversements de la vessie. C'est plutôt en postpartum qu'avant le poulinage, mais ça arrive. Ça n'a pas le même aspect. On se retrouve avec la paroi interne de la vessie. Souvent, on voit même l'arrivée des deux uretères et donc on voit même un peu d'urine s'écouler. Ce n'est pas un prolapsus vaginal non plus parce que l'aspect de la surface ne correspond pas du tout. Souvent, on voit d'ailleurs le méa urinaire sur la partie ventrale de la malce qui est extériorisée. L'avortement, il est toujours possible. Et dans ce cas-là, on aurait expulsion du fœtus à l'intérieur de ces enveloppes, parce que la masse, effectivement, correspond à la surface de l'allantoïde qui n'est pas rompue. À l'intérieur, on devrait trouver le fœtus. Mais en fait, ce qui est tout à fait probable, c'est qu'on a une mise bas un peu prématurée avec non-rupture de la poche des os, ce qu'on vous a appelé red bag ce matin. En effet, quand il y a placentite, et ça c'est assez régulier, si on arrive à éviter l'avortement, il y a quand même eu un stress fœtal. Stress fœtal, décharge de corticoïdes, notamment de cortisol chez le fœtus, et on a une maturation accélérée du fœtus. Donc ça, c'est assez classique. On est content, on a évité l'avortement, et puis la jument va pouliner pratiquement à la date de son terme, voire un petit peu avant, la semaine avant, souvent la date de son terme. C'est un poulinage plus précoce, mais ce n'est pas un prématuré, et le poulain est tout à fait vivant, viable. Ça se passe bien. La deuxième difficulté, c'est que la placentite, du fait de l'inflammation, a entraîné des lésions cicatricielles. Donc, on a une fibrose placentaire, ce qui augmente la résistance du placenta et donc de l'allantoïde. Et on a donc une non-rupture spontanée. Et évidemment, si on ne s'attend pas à ce que la jument pouline avant terme, on ne va pas la surveiller. Et si on n'est pas là quand elle commence à expulser son poulain, il va naître coiffé. Et à ce moment-là, il va mourir asphyxié et noyé dans sa poche fœtale. Donc l'observation de la jument a permis de détecter le poulinage prématuré et surtout le red bag et de sauver le poulain. Et tout est bien qui finit bien. On est content, hein ? Donc, message à retenir, les placentites ascendantes, c'est quand même la première cause des avortements bactériens non spécifiques. On a eu une de nos étudiantes qui a regardé, qui a épluché tout le fichier des avortements de dosulés. Et sur les 500 et quelques avortements bactériens prouvés, il y en avait 62% qui étaient des placentites ascendantes qui avaient, elles, mal terminé. Donc ça doit vous encourager à surveiller les poulinières pendant toute la gestation et pas uniquement au début et à la fin. Il y a des risques importants de placentite chez celles qui ont des mauvaises conformations de la vulve. Méfiez-vous des juments emphysémateuses. C'est assez classique. Elles nous font une belle crise d'emphysème et puis elles avortent en même temps. Et puis celles qui ont l'année précédente présenté une placentite ascendante ou un avortement inexpliqué, souvent l'avortement inexpliqué, ça peut être déjà une placentite qui est passée inaperçue. Celle-là, je vous le rappelle, elle n'avait pas pouliné l'année d'avant. Faut la considérer comme jument à risque. Donc, si on peut prévenir en faisant des sutures vulvaires toutes celles qui ont des mauvaises conformations, c'est déjà un premier pas. Et puis, l'intervention précoce permet de gagner le traitement, pas à tous les coups, mais on y arrive. On fait une antibiothérapie raisonnée. On vise les germes les plus fréquents et puis surtout une antibiothérapie avec des antibiotiques qui diffusent assez bien dans l'utérus.
Le suivi échographique permet de voir ce qui se passe et surtout d'ajuster éventuellement le traitement. Si on continue à avoir l'épaisseur utéro-placentaire augmentée, on va changer notre fusil d'épaule et changer d'antibiothérapie. Et après, si on a prévenu l'avortement, il faut vraiment surveiller de très près la jument qui va vraisemblablement pouliner plutôt que d'habitude et avec des risques pas systématiques mais assez élevés de redback. Donc, ça, c'est vraiment les signes d'alerte. Un gonflement mammaire, une lactation prématurée, des pertes plus ou moins purulentes. En général, le plus fréquent, c'est le gonflement mammaire. Parfois, associé ou non, il y a des pertes. Parfois, il n'y a que les pertes. Et celles-là, elles passent souvent inaperçues. Et de temps en temps, on nous présente les juments. Elles ont déjà des contractions utérines qu'on voit bien au niveau du flanc. C'est pour ça que je vous ai mis une loupe à ce niveau-là. Et là, il faut vraiment intervenir vite parce qu'on est à la limite du début de l'expulsion. Pas de questions ? Alors, Jean-François, il n'y a pas si longtemps au congrès de l'AVEF, à la session sur les antibiotiques, tu posais la question de savoir de l'utilisation des antibiotiques critiques lors de placentite, puisque on a la plupart du temps pas de moyens de réaliser une bactériologie. Il semblerait que tu aies apporté une réponse, puisque tu parles de situation d'urgence. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui c'est un consensus, et est-ce que les praticiens peuvent se réfugier derrière ça, sachant que moi, là, j'ai une jument là, qui a avorté la semaine dernière. Elle avait fait, c'est une jument odométrite qui était vide depuis 2 ans. Je la suivais de très très près. Elle a fait un premier épisode de placentite. Je l'ai mis sous triméthoprim sulfamide, Avemix, pour ne pas le citer. L'écup a baissé. La jument est allée très bien pendant 2 mois. Je l'ai revue il y a, on va dire, 3 semaines. À nouveau une placentite ascendante. L'écup à nouveau augmenté. Je l'ai remis sous triméthoprim sulfa et elle a avorté 8 jours plus tard. Et Claire a trouvé une pastorelle résistante sensible à tout sauf au triméthoprim sulfanide. Oui. Alors, le réflexe est très bon parce que le triméthoprim sulfa, il diffuse bien dans l'utérus. Il a un spectre en principe large. Et puis, il est facile d'administration pour des administrations pendant 15 jours. Donc, avant de taper avec des antibiotiques critiques, je pense que c'est un des bons réflexes à avoir. La seule chose dans le dépouillement de l'enquête, des résultats d'Ozulé dans la thèse, c'est qu'on s'est retrouvé avec 60% à peu près de streptocoques résistants au triméthoprim sulfa. Alors, est-ce que c'était des juments qui avaient été traitées et qui ont avorté malgré le traitement, ou est-ce qu'elles ont avorté spontanément et puis voilà. Donc, il y a des résistances. Et donc, à mon sens, effectivement, si après 4-5 jours de traitement, on voit pas d'évolution, ça évolue pas bien au niveau de l'écup, il n'y aura pas beaucoup à hésiter parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre qui diffuse bien dans l'utérus, qui soit à spectre large, que des antibiotiques critiques. Et donc, on peut considérer que la situation d'urgence le justifie. Mon point de vue, oui. Non, je pense pas. Hein. Oui, j'arrive. On peut pas parce que les germes qu'on trouve dans le vagin sont généralement pas ceux qui sont dans l'utérus. Non. Jean-Yves disait que normalement on ne peut pas utiliser, et c'est vrai, on ne peut pas utiliser les antibiotiques critiques si on n'a pas un antibiogramme qui prouve qu'on n'a pas d'autre choix. La seule chose, c'est que là, on ne peut pas faire de prélèvement. Si on fait un prélèvement, on fait avorter la jument. Donc, on n'a vraiment pas d'autre choix. Et si on a montré qu'on a commencé par faire un traitement et que le sol qui
a des chances de fonctionner sans taper avec les critiques n'a pas été efficace, ben, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Non, je suis d'accord avec toi, Jean-François. Le seul truc, il faudrait l'écrire, ça. Pardon ? Il faudrait l'écrire, ça, parce Oui, que ça oui. pourrait servir aux praticiens. Oui, oui, tout à fait. Dans une analyse Mais jurisprudentielle. j'en étais pas là jusqu'au dépouillement de résultats, où on a vraiment été très très surpris d'avoir un si fort taux de résistance au triméthylsulfa, alors que dans d'autres affections ou infections, on n'a pas ce taux de résistance-là. Oui, j'ai une question, Jean-François. Quand j'étais assistante à Nantes, il nous était arrivé de mettre des juments sous triméthylprime sulfa en toute fin de gestation. Je me souviens plus de la pathologie de cette jument-là, mais mon supérieur à l'époque m'avait sorti une publication comme quoi il ne fallait pas mettre les juments en fin de gestation sous triméthylprime sulfa parce que ça induisait des hémolyses chez le poulain. Et on en avait parlé avec mon assistant et on n'a jamais retrouvé la publication. Non. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus ? Alors, non, je crois que ce qui avait été montré, c'est que certains excipients du triméthylprime sulfa injectés en intraveineux sur des chevaux entraînent des hémolyses. Ça a été... il y avait eu quelques publications là-dessus, mais chez le poulain, je pense que c'était vraiment l'excipient. Hein. Oui, enfin... Je ne voulais pas le citer. Oui, oui. Merci. Bon, s'il y a d'autres questions, je pense qu'on aura encore un peu de temps à la pause pour en discuter, mais on va passer au second cas clinique et je passe la parole à Xavier.